Bonjour tout le monde, merci de choisir de regarder ma présentation. Pour me présenter, je m'appelle Zelle Gabrielle, mon pronom est elle ou en anglais she ou they, les deux marchent bien. Je suis étudiante de deuxième cycle à l'Université de l'État de Colorado. Et oui, malgré les circonstances bizarres de cette conférence, je suis très ravie de participer cette année à celle de Colorado Congress of Foreign Language Teachers, où le thème cette année est Languages from the Get-Go. Je suis surtout ravie parce que j'allais présenter l'année dernière, mais je suis tombée malade avec la grippe et oui, j'étais très déçue. Donc, je suis heureuse d'y participer aujourd'hui. Alors, allons-y. Donnez-moi juste un moment pour trouver mes drapeaux. OK, très bien. OK, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vais vous parler de l'écriture antisexiste en français. Et je vais proposer ce roman, ici, Sphinx par Anne Garreta, comme un texte qui peut déclencher des discussions à ce sujet de l'écriture inclusive antisexiste dans nos cours de français. Donc, l'écriture antisexiste, si c'est un nouveau terme pour vous, c'est un terme générique pour plusieurs stratégies différentes à l'écriture. Mais en général, c'est l'effort d'être conscient du sexisme intrinsèque de votre langue et donc l'effort de subvertir dans une façon ou une autre ce sexisme. Il y a en fait un exemple sur ce drapeau où j'ai mis les points milieu à la fin du mot étudiante ici. L'idée est en transgressant la règle qu'il faut passer par des fautes au masculin en français où le genre est inconnu ou mêlé. L'idée est en transgressant cette règle, les femmes sont rendues plus visibles dans la langue française, où elles sont typiquement invisibles. Mais c'est juste un exemple de la stratégie qui s'appelle l'écriture inclusive. Et je vais expliquer cela maintenant. OK. Oui, donc voici quelques autres exemples de cette stratégie. Elle se forme typiquement avec ces points milieu entre les terminaisons masculines et féminines, mais il y a d'autres possibilités, comme vous pouvez voir. Vous pouvez utiliser les traits d'union ou les parenthèses. On peut mettre les formes féminines au majuscule pour les souligner un peu. Mais n'importe quelle stratégie ou n'importe quel caractère qu'on emploie, l'idée est de rendre les deux genres grammaticaux visibles en même temps, où typiquement c'est juste le masculin qui est visible. Donc c'est l'écriture inclusive, mais il y a aussi l'écriture neutre qui est similaire, mais pas la même chose. C'est une autre stratégie antisexiste, mais cette approche est où elle était inventée pour les personnes non-binaires spécifiquement. Au lieu de représenter le masculin et le féminin en même temps, l'écriture neutre essaie d'éviter cette binarité totalement en présentant une troisième option. Cette stratégie utilise des formes modifiées, des mots courants et des néologismes en plus, comme vous pouvez voir. Ici, on a homme, femme, l'homme.
garçon, fille, film. Quoi d'autre? Oh, j'aime oncle, tante, toncle. Oui, donc c'est plutôt une troisième option. Et c'est comment il est différent de l'écriture inclusive. Oui, OK. Et voici quelques autres exemples pour les terminaisons d'adjectifs. Si je peux vous donner un moment pour regarder. Intéressant. Et des autres. Il y a quelques autres éléments grammaticaux. OK, je pense que vous avez une idée. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important d'adopter d'une telle approche, une approche antisexiste dans notre écriture? Moi, je peux identifier deux raisons principales pour moi. D'abord, il y a le fait que le langage et la langue est toujours idéologique. On ne peut pas échapper à cette réalité. Il structure nos pensées et donc il informe nos opinions et nos jugements et nos actions et notre compréhension du monde en général, dans l'ensemble. Et lorsque vous avez une langue comme le français, où les femmes sont rendues invisibles si fréquemment, cela entraîne un problème parce que le générique masculin n'est pas assez générique que nous imaginons parfois. Inconsciemment, nous commençons à regarder ou comprendre les femmes comme secondaires ou inférieures ou juste moins importantes, moins visibles. Et cela sert à renforcer le sexisme qui est déjà si endémique dans notre société. Et c'est un problème. De nombreuses études, y compris l'étude d'où j'ai tiré ce graphique, démontrent que l'utilisation des termes masculins comme génériques, par exemple médecin ou ingénieur, l'utilisation de ces termes ne produit pas une représentation mentale générique chez les lecteurs. Mais en revanche, l'utilisation des termes vraiment neutres comme avocat ou élève, ou le terme s'applique également aux deux genres, cela produit plus de représentation mentale des femmes ainsi que les hommes. Donc, c'est important de considérer comment notre langue influence nos pensées et nos compréhensions. Oui. Une autre raison que je le considère important d'adopter une approche antisexiste à notre écriture est la grande... c'est la grande diversité de cette génération que nous enseignons aujourd'hui. C'est la génération la plus diverse au cours de l'histoire en termes de sexualité et de genre. Et pour valider ces individus, il faut reconnaître cette diversité et célébrer cette diversité dans nos salles de classe. Et je peux vous dire, en tant que membre de la communauté LGBTQ moi-même, cette reconnaissance est très significative. Elle nous dit que nous sommes vous et bienvenus et valides et respectés. C'est très significatif. Et heureusement, l'écriture antisexiste se prête bien à la représentation des minorités sexuelles et de genre français.
La plupart de ces stratégies que j'ai discutées n'obligent pas ces individus à choisir soit masculin, soit féminin. Elles leur fournissent un peu plus de flexibilité. Et j'ai tiré cet extrait d'un article que j'ai lu à ce sujet et j'aime comment elle exprime cette idée. Donc, je l'ai mis ici. Sans avoir à se positionner comme homme ou femme. Oui. D'accord. OK. Donc, ce sont mes deux raisons principales pour adopter cette approche antisexiste. Oui, je suis sûre que vous pouvez penser aux autres. Il y a encore une stratégie d'écriture antisexiste que je veux vous présenter aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle l'écriture délibérément non genrée. C'est-à-dire, vous dites ce que vous voulez dire sans utilisant les mots ou les structures grammaticales qui révéleraient le genre de la personne dont vous parlez ou vous écrivez. Peut-être vous vous dites, oh, mais c'est une mission non possible en français. Tout est genré dans cette langue. Et oui, c'est certainement un défi. Et oui, il n'est pas très pratique dans la plupart des situations. Mais je crois que l'effort d'écrire dans cette manière est néanmoins un exercice intellectuel utile. Il peut nous donner les idées sur comment parler de et à nos étudiants et amis non-binaires et intersexes. Et il est surtout amusant pour les textes fictionnels, puisque nous sommes si habitués à assigner un genre à chaque personnage. Il pourrait être déconcertant pour nous lorsque ces informations sont cachées délibérément. Il nous fait penser. Oui? Et cela nous amène à la deuxième partie de cette présentation où je vais discuter un roman entier qui a été écrit dans cette manière. Un effort formidable. Et c'est le roman, comme j'ai mentionné au début, c'est le roman Sphinx par Anne Garreta. Elle l'a écrit quand elle avait juste 23 ans. Très impressionnant. C'était en 1986. Elle a gagné le prix Medici en 2002 pour son autre roman, et j'oublie le titre, mais oui, elle est une figure impressionnante. OK, pour le roman. Sphinx est une histoire d'amour qui a lieu à Paris, au centre-ville, dans les boîtes de nuit, pendant la nuit pour la plupart. On connaît le narrateur juste comme je, et son amant s'appelle A, avec ces 3 astérisques ici, pour cacher le reste du nom, du prénom. Oui. Et ni le sexe ni le genre de ces 2 personnages sont révélés au lecteur. Ce n'est pas important à l'histoire. Il n'est pas très long. J'ai la version anglaise ici. C'est 120 pages, justement. Et depuis, il y a beaucoup de pauses à travers le texte. Donc, il devrait être facile de trouver un extrait qui marche pour le niveau et les besoins de vos étudiants et les contraintes de vos classes. Il devrait être facile de trouver quelque chose qui pourrait marcher pour vous et vos cours. J'ai tiré ce petit extrait juste pour vous démontrer le style d'écriture et
les stratégies de l'auteur, de Garetta, comment elle réalise ce but. Comme vous pouvez voir, elle utilise beaucoup d'adjectifs possessifs. Elle reste presque toujours à l'imparfait au lieu du passé composé. Et ces deux personnages ne se parlent pas directement très souvent. Et toutes ces stratégies ensemble accomplissent le but du roman de ne jamais révéler les genres de ce couple. Donc, maintenant, je vais suggérer quelques activités que vous pouvez faire avec ce roman. Oh, j'ai oublié de mentionner. La version française est disponible sur Amazon Kindle pour juste 10 ou 11 $. Si vous avez besoin d'un exemplaire, c'est pas très cher. Mais maintenant, je vais suggérer quelques activités que vous pouvez faire avec le livre ou un extrait du livre au cours pour les étudiantes de niveau intermédiaire et avancé. D'accord. Pour commencer, je recommande cette activité de traduction. Je vais expliquer les étapes, je suppose. OK, donc d'abord, il faut expliquer aux étudiants les contraintes sur lesquelles ce texte a été écrit, comme je viens de faire juste maintenant. Et puis, vous allez lire l'extrait que vous avez choisi ensemble. Et après cela, vous pouvez leur demander si vous alliez tenter une traduction de ce texte, quels éléments seraient difficiles à rendre en anglais? Et vous pouvez ramasser leurs idées. Vous pouvez faire un brainstorming ici aussi et considérer des différentes solutions ou moyens de surmonter ces défis de traduction. Et il est probable qu'il propose le singular they en anglais, mais il y a d'autres options. Par exemple, mon idée pour le traduire est un changement de la mode de narration un peu. Je pense qu'au lieu de parler de A dans la troisième personne, le narrateur pourrait s'adresser à lui directement. Il pourrait tutoyer cette personne. Je pense que cela marcherait en anglais. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres moyens, d'autres idées. Donc, oui. Après ce petit brainstorming, vos étudiants peuvent tenter de créer leur propre traduction, soit individuellement, soit en groupe. Je préfère les groupes juste parce que cela générera plus de discussions, plus d'idées. Oui. Et après, vous pouvez partager vos traductions et vous pouvez avoir une discussion sur pourquoi vous avez pris les décisions que vous avez prises. Et oui, vous pouvez avoir une discussion riche sur ça. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez aussi comparer leur traduction à la traduction professionnelle de Emma Hamadan, qui a traduit le texte en anglais. Vous pouvez comparer les vôtres à une version professionnelle. Et oui, c'est l'activité de traduction. OK. Une autre idée, c'est une activité de l'écriture créative. Encore une fois, il faut expliquer les contraintes pour que
les étudiants comprennent. Mais cette fois, avant de lire un extrait, vous leur demandez quels éléments de la langue française feraient cette tâche de ne jamais révéler les genres des personnages difficile à accomplir. Et il est probable qu'ils disent les pronoms, les adjectifs, la description, peut-être peut-être certains temps de verbes comme le passé composé, le plus que parfait. Oui. Et puis, vous allez lire votre extrait n'importe comment vous préférez. Et après cela, vous pouvez discuter les stratégies que l'auteur emploie pour réaliser son but et pour surmonter les défis que vous avez identifiés ensemble pendant l'étape 2. Oui. Et puis, vous pouvez les donner un sujet de... vous pouvez leur donner, excusez-moi, un sujet de devoir pour pratiquer l'écriture créative. J'ai mis quelques idées sur ce drapeau. Ils peuvent écrire le prochain paragraphe de cette histoire. Ils peuvent écrire un paragraphe pour décrire leur meilleur ami, mais sans révéler son genre. Ils peuvent écrire un paragraphe pour décrire une camarade de classe sans révéler son genre. Vous pouvez leur demander de tirer des prénoms d'un bol et après qu'ils ont terminé leur description, ils peuvent les lire à haute voix et leurs camarades de classe peuvent deviner quelle personne qu'il ou elle décrit. Ça me semble amusant. Mais oui, et vous pouvez modifier ces idées pour vos contextes particuliers et le niveau de vos étudiants et tout cela. Oh, excusez. OK, et j'ai quelques autres idées ici. Je vais bouger. OK. Pour vos étudiants plus artistiques, vous pouvez leur demander de dessiner les deux personnages principaux ou peut-être la scène que vous avez lue. Et vous pouvez adopter la même approche que j'ai suggérée pour l'activité de traduction. Demandez pourquoi il et elle ont choisi de représenter les personnages d'une manière ou d'une autre. Interroguez leur mécanisme de la pensée. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris les décisions qu'ils ont prises? Oui. Vous pouvez aussi considérer les défis d'adapter ce roman en film et demander à vos étudiants, faut-il choisir les acteurs non-binaires pour jouer ces rôles? Pourquoi pas? Comment est-ce que vous preniez les décisions sur les costumes et le maquillage et les maniérismes et les voix et toutes ces choses que nous ne considérons pas trop quand nous connaissons les genres des personnages. Et vous pouvez demander pourquoi est-ce que ces décisions constituent un défi pour ce roman en particulier. Oui. Vous pouvez aussi utiliser ce livre pour lancer des discussions sur d'autres sujets pertinents comme l'écriture antisexiste, inclusive, neutre, tout ce que j'ai discuté au début. Vous pouvez leur apprendre du groupe littéraire Oulipo
dont Garetta est membre et discuter pourquoi ces auteurs choisissent d'écrire sous des contraintes. Quels sont les mérites d'un tel exercice intellectuel? Ah, oh, mon chat. C'est bonjour. Yeah, you're in a conference. Okay, you gotta go. Excusez-moi. OK. Pour retourner à le groupe Oulipo, vous pouvez leur demander, avez-vous des idées que vous voulez essayer, des contraintes sur lesquelles vous voulez essayer d'écrire pour tester votre créativité? Oui. Okay. Et vous pouvez les présenter ou leur présenter d'autres œuvres oulipiennes. Il y en a beaucoup. Je vais inclure une ressource sur cela dans mon handout. Oui, si vous voulez en apprendre plus. OK. Oui. Et pour conclure, je vais créer 3 questions de discussion qui conviennent bien à toutes ces activités, je crois. À votre avis, pourquoi est-ce que Garetta s'est engagée à écrire ce roman, à tenter ce projet? En lisant ce texte, est-ce que vous trouviez en essayant de déterminer le genre de ces personnages, même si, ou bien que vous sachiez que ces informations sont délibérément cachées? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Et enfin, qu'est-ce que vous avez appris sur la relation entre le genre et la langue aujourd'hui de cette leçon? Et je suis certaine que ces questions généreront de la discussion intéressante et amusante, surtout si vous avez des étudiants non-binaires ou étudiants qui ont des amis non-binaires, ou simplement des étudiants qui s'intéressent à la communauté LGBTQ ou à la diversité en général. Je suis sûre que ces questions entraîneraient oui, de la discussion riche et intéressante pour vos étudiants. Et n'importe comment vous décidez d'utiliser ce texte, l'objectif ici est de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de réponse simple. La sexualité et le genre et la langue et la culture, toutes ces choses sont inextricablement entrelacées et il devient seulement plus compliqué lorsque vous ajoutez une autre langue au mélange et les efforts de traduction. Donc, l'idée est de sensibiliser nos étudiants à cette réalité et de les rendre plus conscients de leur propre l'utilisation de leur langue. Oui. OK. Je pense que c'est tout. Oui. Je vais, comme j'ai dit, je vais inclure quelques ressources pour vous dans mon document interactif sur le roman et les efforts de le traduire et de traduire des textes similaires, sur l'écriture antisexiste, sur Oulipo, excusez-moi. Donc, vous pouvez les examiner là-bas. Et n'hésitez pas à partager vos propres ressources avec moi. Je suis très ouverte à cela. Je suis ouverte à vos questions, commentaires, suggestions, n'importe quoi. C'est ma première fois de faire quelque chose comme ça ici, présenter à une conférence. Alors, je suis ouverte à
à votre aide et vos suggestions et vos ressources et n'importe quoi. Je veux entendre de vous. Oui. OK, d'accord. Je fais cet enregistrement sur la Saint-Sylvestre. Alors, bonne année tout le monde et, euh, et merci beaucoup. OK. OK, au revoir tout le monde. Merci. Oh, et merci à CCFLT pour cette opportunité. Je suis très reconnaissante. OK, merci.